Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans Neutrality Studies. Aujourd'hui, nous retrouvons notre ami de l'émission, Stanislav Krapivnik. Stas a sa propre chaîne YouTube et il est déjà venu ici à plusieurs reprises. Il va nous donner une mise à jour sur la situation mondiale vue depuis la Russie. Stas, bienvenue à nouveau. Merci. C'est toujours un plaisir d'être de retour. C'est toujours amusant de voir le monde se transformer en... Non, en fait, je ne sais plus vraiment comment le dire ces temps-ci. Je suis vraiment désespéré maintenant. Parce que, tu sais, en 2026, j'avais encore un mince espoir. Il semblait que Trump n'agissait pas contre le Venezuela, qu'il se contentait de menacer. Et on avait l'impression que l'attaque que tout le monde attendait contre l'Iran en décembre n'allait finalement pas avoir lieu. Alors peut-être qu'ils retenaient leur coup. Peut-être qu'on arrivait à une forme d'équilibre stratégique. Peut-être que les discussions avec la Russie, même si elles n'aboutissaient pas, apporteraient au moins un peu de stabilité. Mais maintenant, on dirait que tout s'effondre. Stas, qu'as-tu pensé de la première semaine de janvier? Eh bien, une chose que l'on apprend très vite, c'est que tous ces gens du mouvement MAGA, enfin je ne devrais pas dire tous, ce ne serait pas juste, mais bien les 2/3 d'entre eux étaient une bande d'hypocrites. Ce sont eux qui crient « Oh, nous ne voulons plus de guerre sans fin. Nous ne voulons plus de guerre du tout. Nous voulons la paix. » Ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'était « Nous ne voulons plus de guerre menée par les démocrates. » Mais si Trump déclenche une guerre, mon Dieu, ils vont le soutenir, parce qu'ils sont comme des groupies. C'est essentiellement une secte. Je veux dire, regardez, ce sont les mêmes personnes qui ont offert à Trump, enfin, qui ont acheté des pièces Trump, des pièces Melania, rapportant à Trump 30 milliards de dollars en un mois. Ce ne sont pas des gens riches, ce sont les derniers qui peuvent se permettre de se lancer dans le pire investissement possible, à savoir la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est bien si tu veux payer quelque chose. Elle a une utilité de transition, de transaction. Mais comme investissement de valeur, c'est inutile. Tu vois, quelqu'un balance une phrase et ça monte, puis ça redescend. Il n'y a absolument aucune base pour expliquer comment ça bouge, ou pourquoi ça bouge. Et les gens investissent parce que tu sais, Trump a dit « Hey, c'est ma monnaie ». Ah d'accord, oui. C'est une mentalité de groupie, c'est une mentalité de culte. Et on le voit en ce moment. Oh mais Trump, mais ah oui. N'importe quelle absurdité qu'il sorte, je dirais qu'au moins la moitié des partisans de MAGA l'achètent, aussi absurde que ce soit. Le nombre de personnes le nombre de personnes qui disent maintenant, vous savez, l'intervention, et ne nous leurrons pas, c'est un enlèvement et une agression militaire contre le Venezuela, tout près du seuil d'une véritable guerre. 80 personnes ont été tuées au Venezuela et le président a été enlevé. Et il y a des gens qui disent « Oh non, mais il l'a bien cherché, c'est de toute façon un sale type ». Si vous n'avez jamais vécu au Venezuela, si vous ne faites pas partie de ceux qui ont dû fuir, alors vous n'avez aucun droit de dire quoi que ce soit. Alors taisez-vous, c'est bien qu'il soit parti, et maintenant nous aurons la paix sur terre au Venezuela. Je peux comprendre comment, après l'Irak, la Syrie, la Libye, il y a encore des gens qui soutiennent cela. Peux-tu d'une certaine manière donner un sens à tout ça? Eh bien, oui, bien sûr. Tout d'abord, les Américains, comme ils le disent eux-mêmes aux États-Unis, ont une capacité d'attention de 30 secondes, comme dans une publicité moyenne. Et malheureusement, c'est vrai. La plupart d'entre eux ne sauraient pas situer le Venezuela sur une carte, je vous le garantis. Vous savez, il y a eu une enquête de National Geographic menée il y a environ 10 ans auprès des 18 à 25 ans et elle a révélé qu'environ un quart des jeunes Américains de cette tranche d'âge ne pouvaient pas trouver l'Amérique sur une carte. Vous ne pouvez pas trouver votre propre pays sur une carte. Mais encore une fois,
on parle d'une population dont, entre l'alphabétisation totale et partielle, 53% sont concernés. Nous ne parlons pas des immigrés. Nous parlons de la population native. La moitié d'entre eux ne savent pas lire, ou à peine. Ils ne lisent pas, tout simplement. Autrement dit, si vous lisez au niveau d'un élève américain de 2e ou 3e année, ce qui correspond à peu près au niveau d'un élève russe de 1re année, cela signifie que vous ne lisez probablement pas beaucoup de livres. Vous ne lisez sans doute pas ces vilaines choses pleines de dates, de noms, de tendances et je ne sais pas, de cartes. Donc, vous savez, quoi que dise Trump, ou quoi que les médias vous racontent, c'est la dernière nouvelle du jour. Lisez N84, que la plupart d'entre eux ne lisent de toute façon pas. Donc ils n'en sauraient rien. Donc tout simplement, il y a une part relativement importante de la population, 20-30%, qui ne se souvient littéralement pas, qui ne connaît littéralement pas le contexte de l'Irak, de la Syrie, de la Libye, des autres interventions en Amérique du Sud pendant toute la guerre froide, de toutes les opérations de changement de régime et de toutes les misères qu'elles ont engendrées. Le régime de Pinochet, qui a été installé et a tué des dizaines de milliers de personnes au Chili, ils ne savent tout simplement pas cela. Et cela suffit à constituer une base politique permettant à tout cela de continuer et de garder une certaine cohérence dans l'ensemble du paysage médiatique. Eh bien, je vais accorder un mérite à Pinochet qu'il mérite vraiment. En fait, 2. Parmi tous les gouvernements que les États-Unis ont contribué à soutenir, Pinochet a probablement été le moins mauvais, car comme il l'a déclaré, « Mon objectif est que si chaque Chilien peut se permettre une maison et une voiture, il ne deviendra jamais communiste, il ne deviendra jamais marxiste. » Et il a réellement œuvré en ce sens. Il a stabilisé l'économie et a quitté le pouvoir de son plein gré, sans guerre civile, sans révolution. C'est une exception, car la grande majorité des dirigeants installés par les États-Unis ne sont pas des nationalistes. Cet homme, Pinochet, était en réalité un nationaliste. Il voulait améliorer la vie des gens. Il avait une vision différente de ce que l'économie devait être, différente, disons, de celle des personnes qu'il a remplacées. Mais c'était un nationaliste. Il cherchait à améliorer sa propre économie. La plupart des personnes mises en place par les États-Unis sont soit des mondialistes, soit des vendus avec des comptes bancaires aux États-Unis. Ils se moquent complètement de tout, sauf de remplir leurs poches, ce qui revient à remplir celles des entreprises américaines. Et ce n'est pas seulement un phénomène de l'époque de la guerre froide. Les États-Unis font cela depuis 150 ans. Quand ils disent qu'il va y avoir une intervention physique, je veux dire des soldats sur le terrain, comme Trump le dit maintenant avec désinvolture, ça ne nous dérange pas. Nous sommes prêts à envoyer des troupes sur le terrain. Tu sais, ils ont eu 5 exemptions du Vietnam, comme d'habitude. Ce sont toujours ceux qui n'ont jamais servi qui sont les plus enclins à envoyer les enfants des autres dans une sorte d'abattoir. Pas les leurs. Mais, tu sais, en Amérique du Sud, ce ne sont pas seulement les gauchistes ou les marxistes. Non, c'est tout le monde. Il y a des gens de droite qui veulent se venger des États-Unis, des gens de gauche qui veulent se venger des États-Unis, et même des centristes. Parce que les États-Unis ont roulé tout le monde en Amérique latine depuis 150 ans. C'est une malédiction pour l'Amérique latine, le plus grand obstacle à son développement. Comment cela est-il rapporté en ce moment à Moscou, en Russie? Je veux dire, quelle est l'ambiance générale à ce sujet? Eh bien, je veux dire, on rapporte que Maduro a été enlevé. Je ne vais pas dire arrêté, enlevé pour être précis. Il a été enlevé. Il y a une guerre. Je veux dire, Trump peut dire, ou, vous savez, les anciens vice-histoires, narco-marco.
peuvent dire que nous ne sommes pas en guerre. Vous êtes en guerre. Vous avez attaqué une nation. Vous l'avez mise sous blocus. C'est déjà un acte de guerre. Un blocus financier est un acte de guerre. Vous avez attaqué la nation. Vous avez tué des citoyens. Vous avez enlevé son gouvernement légal. Qu'il s'agisse d'un gouvernement élu, d'une monarchie ou autre, c'est le gouvernement légal de ce pays. Et c'est à ce pays de décider quel est son gouvernement légal. Vous avez enlevé la direction. Tout cela, c'est la guerre. Ce ne sont même pas des actes de guerre. C'est la guerre. Que vous disiez ou non que vous êtes en guerre, la dernière nouvelle d'hier, c'est qu'ils exigent un tribut. Oui, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ils exigent carrément un tribut, comme une bande de psychopathes en maraude. Donnez-nous pour 3 milliards de dollars de pétrole ou nous vous attaquons. Et nous réglerons cela pour le profit du peuple. Traduction. Les États-Unis disent « Remplissez notre pétrolier avec pour 3 milliards de dollars de pétrole, nous le vendrons et nous garderons l'argent pour votre profit. » Oui, bien sûr. Nous prendrons une part. Et vous savez, il y a un dicton anglais. Le problème avec le paiement du Danegeld, ce n'est pas ce que vous faites des Danois, car les Danois reviendront toujours chercher plus d'or. Et les Américains ont un appétit pour voler tout ce qui n'est pas cloué au sol dans tout pays qui ne résiste pas. Ils sont... Mis à part le pétrole et l'audace de toute cette affaire, les gens disent « Oh, les États-Unis ont éliminé l'un des alliés de la Russie et de la Chine. » Y a-t-il une raison de croire que le Venezuela était stratégiquement important pour la Russie et qu'il devrait être considéré comme un allié plutôt que comme un simple partenaire commercial? Eh bien, c'était un allié. Je ne dirais pas que c'était un allié stratégique, mais c'était un allié et un partenaire commercial. D'ailleurs, j'ai adoré ce qu'a dit Hex. Je crois que c'était Hex qui a dit « Oui, nous sommes là-dedans ». Que faisaient la Chine et la Russie là-bas? Elles faisaient des affaires et achetaient légalement. La Chine, par exemple, achetait le pétrole brut, lourd, qu'elle achetait déjà. Ce n'est évidemment pas seulement au Venezuela. Le Venezuela en produit, les sables bitumineux du Canada en produisent aussi, bien qu'ils nécessitent environ 65 à 70 $ le baril pour être rentable. Le mélange Oural-russe est un brûlour, le brûlour iranien aussi. D'autres pays produisent du brûlour, mais en très petite quantité. Ce sont là vos principales sources de brûlour. Et les raffineries du Sud sont conçues pour ce pétrole brut lourd, car elles en recevaient autrefois du Venezuela. La raison pour laquelle ils ont nationalisé les plateformes pétrolières, c'est que les accords signés par le gouvernement précédent avant Chavez étaient en gros des cadeaux faits aux États-Unis. Et si l'on considère que le gouvernement de Eltsin a signé exactement le même type d'accord, avec Exxon d'ailleurs, et d'autres entreprises comme Shell, à Sakhalin, on comprend que la Russie sait très bien à quoi ressemblent ces accords. Ainsi, l'accord qu'Exxon, Chevron et Mitsubishi avaient imposé à Eltsin, ou pour lequel ils l'avaient acheté, prévoyait qu'à Sakhalin 1, ils investiraient 1 milliard de dollars et n'auraient pas à payer d'impôts tant qu'ils n'auraient pas récupéré leur mise. Eh bien, sur le papier, ce milliard de dollars s'est transformé en 5 milliards, et ils ont codé en dur le coût d'un baril de pétrole. Non pas la valeur du marché, mais 16 $ le baril, alors que la valeur du marché se dirigeait vers 50 ou 60 $. En gros, ils pouvaient extraire une énorme quantité de pétrole avant d'avoir à payer le moindre centime d'impôt. Avec Chevron, quand Poutine est arrivé, il ne voulait pas effrayer tout le monde en nationalisant quoi que ce soit d'emblée. Alors, ce qu'ils ont fait avec Chevron d'abord, Poutine étant juriste, tu vois, c'est qu'ils se sont accrochés à cette petite clause selon laquelle Chevron s'était engagé à respecter les lois environnementales. Mais Chevron s'en fichait complètement, parce que c'était le gouvernement Eltsin avant cela.
Et vous savez, peu importait ce que vous signiez, il suffisait de leur envoyer une autre caisse de vodka et de reverser un pourcentage en pot de vin aux fonctionnaires du gouvernement alentour. Et tout allait bien. Faites ce que vous voulez. Avec Poutine, tout a très mal tourné, car il a réuni l'équipe et ils ont commencé à dresser un inventaire de tous les dégâts environnementaux causés par Chevron dans le nord et le centre de Sakhalin. Forêts abattues sans autorisation, forêts et cours d'eau contaminés, mers locales polluées, morts d'animaux, et ainsi de suite. Et ils ont calculé le tout jusqu'à atteindre le montant exact de l'investissement de Chevron. Alors ils ont dit commencez à rembourser, et Chevron a fini par partir, ce qui était de toute façon leur objectif. Avec les autres, plus tard, ils leur ont simplement imposé une condition stricte. Voici le nouveau contrat, à prendre ou à laisser. Ils l'ont accepté. Votre prédiction, c'est que le Venezuela va essayer de faire exactement la même chose. Extraire le pétrole sans aucun retour, ou au mieux avec un retour minimal pour le pays. Eh bien, ils vont faire exactement ce qu'ils faisaient avant que Chavez ne nationalise. En réalité, il n'avait même pas l'intention de nationaliser. Il a simplement imposé des conditions strictes à Exxon pour renégocier le cadeau que le gouvernement précédent avait fait aux compagnies pétrolières américaines. Exxon a refusé, est parti, et depuis, elle finance toutes ses campagnes contre le Venezuela. Ils soutiennent pas mal de politiciens aux États-Unis. Donc oui, ils veulent retrouver leur position privilégiée, le pétrole qui appartient à l'Amérique, la terre qui appartient à l'Amérique, toutes ces absurdités que Trump débite. Je suppose qu'il y avait, tu sais, un vieux jeu vidéo japonais, sorti dans les années 80, et avec une mauvaise traduction anglaise, des extraterrestres descendaient et l'écran affichait « Toutes vos bases nous appartiennent ». Et voilà Trump. Toutes vos ressources nous appartiennent. Mais tu sais, cette fois, c'est tellement différent, non? Je veux dire, ce n'est pas la première fois que les États-Unis renversent militairement un gouvernement en Amérique latine. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ils l'ont fait des dizaines de fois au Moyen-Orient. Ils l'ont fait pendant la guerre froide. Même en Europe, même en Asie du Sud-Est, n'est-ce pas? Ce qui est nouveau, c'est qu'ils n'essaient même plus de mettre le gant de velours de l'humanitarisme. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils y vont simplement en disant « c'est à nous, point final. Tais-toi ou meurs ». En plus, ils le font maintenant à une autre échelle. Ils menacent déjà l'Iran, ils menacent Cuba. Il y a même un pétrolier russe qui a été saisi. Je n'ai pas lu cette histoire, mais peut-être que tu peux m'en dire plus. Oui, Belawan. Le fait est que le Belawan ne naviguait pas à l'origine sous pavillon russe. Lorsqu'ils ont été pris en chasse, ils ont hissé un pavillon russe, ce qui constitue la seule faille juridique dont disposent les États-Unis dans cette affaire, sans que cela ne revienne pratiquement à déclarer la guerre à la Russie. Mais encore une fois, Trump vient de tenter d'assassiner Poutine. Que Trump ait été au courant ou non est une autre question. Mais son gouvernement, lui, l'était. Ces 91 drones. Le camp russe ne dit pas où se trouvait Vladimir Vladimirovitch à ce moment-là. Mais les médias occidentaux rapportaient qu'il était dans sa résidence de l'oblast de Novgorod, en attente de poursuivre des négociations téléphoniques avec Trump. Ce qui correspondrait à la méthode habituelle de Trump, tendre un piège à quelqu'un, puis tenter de l'éliminer au lieu de lui parler. C'est intéressant de voir que les gens qui n'ont jamais servi, je veux dire, Trump n'a jamais porté d'uniforme. Il a eu 5, je n'ai pas encore pris mon café. Ajournements. Merci. Il a eu 5 ajournements pour éviter le Vietnam. Le même type qui monte sur scène et dit « Oh, le Vietnam était dirigé par une bande d'idiots. J'aurais pu faire mieux. » Eh bien, peut-être que tu aurais dû montrer à tout le monde à quel point tu es un génie. C'est un lâche. Commençons par là.
Le problème avec le gouvernement russe, c'est qu'il croit encore, je pense, qu'il peut y avoir une sorte de négociation avec eux. Et la partie malheureuse, c'est que la Russie fait tout, peut-être involontairement, mais fait tout ce qui va mener à la Troisième Guerre mondiale. Parce que tôt ou tard, elle franchira une ligne rouge, comme une frappe directe sur le Kremlin, par exemple. Même si ce n'est pas une frappe nucléaire, une frappe directe sur le Kremlin, parce qu'ils vont avoir le sentiment de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Et alors, le Kremlin sera soit contraint de détruire la Russie en détruisant son propre gouvernement, soit au moins de mener une frappe lourde contre l'Occident et contre l'Amérique, car ils ont essayé d'éviter une escalade avec les États-Unis. Les États-Unis ne comprennent pas. Le gouvernement américain est incapable de comprendre autre chose qu'un coup de poing dans les dents. Malheureusement, c'est le genre de personnes que nous avons au pouvoir. Et c'est même au pareil. Je veux dire, c'est absolument incroyable pour moi que les États-Unis et l'Europe, dans une telle synchronisation, semblent courir volontairement vers une troisième guerre mondiale, franchissant toutes les normes des relations internationales que nous avons, puis allant jusqu'à les piétiner avec la couverture médiatique qu'ils en font. C'est insensé que nous en soyons arrivés au point où ils enlèvent des présidents en exercice et lancent ces attaques. Et cela fait partie d'une longue série d'événements. Ils disent ouvertement, oui, l'Iran sera le prochain, prêt à tirer, et nous allons simplement le faire. Et quiconque n'est pas d'accord est un méchant et on t'écrasera aussi. Et l'Europe, au passage, doit nous donner le Groenland. Que cela vous plaise ou non, ce sera un fait. Et les Européens débattent actuellement pour savoir s'ils doivent applaudir ou protester timidement. Voilà la discussion en Europe. Eh bien, vous savez, d'après certaines sources, j'ai entendu dire que l'Islande est la prochaine sur la liste. Et cela n'a rien à voir avec la sécurité. Commençons par là. Les États-Unis ont des bases au Groenland depuis les années 1950, et ils en ont autant qu'ils le souhaitent. Les Danois ne vont certainement rien dire, surtout s'ils touchent un loyer pour cela. Les États-Unis ont eu des armes nucléaires, des stations radars. Ils font ce qu'ils veulent au Groenland, mais ils n'obtiennent pas les ressources. Le Groenland possède beaucoup de pétrole offshore, commençons par cela, ainsi que de nombreuses ressources sur l'île elle-même. Malheureusement, la plupart de ces ressources, en réalité, se trouvent profondément sous terre. Maintenant, une nouvelle technologie russe de pointe, actuellement testée dans les îles Kuriles, permet d'extraire certains éléments et métaux des terres rares sous forme gazeuse, directement à partir des gaz d'échappement des volcans. L'Islande compte de nombreux volcans. Cela ressort à peu près de tous, car cela provient du manteau, et ce sont des éléments rares liquéfiés, des terres rares. Il y a donc aussi cet aspect. Si vous avez un volcan, vous pouvez commencer à extraire en utilisant cette technologie russe. Cela a porté ses fruits. La question est simplement de savoir si cela peut être économiquement viable. C'est ce qui est en cours de test actuellement. On peut obtenir ces terres rares. Le problème, bien sûr, c'est que les États-Unis ne peuvent pas les traiter. C'est une autre question. Et après avoir saisi le pétrolier chinois, environ 20 millions de fabricants d'armes américains viennent d'être coupés des aimants en terres rares. Il faudra du temps aux États-Unis pour investir dans une véritable purification, extraction et fabrication d'aimants. Oui, je veux dire, simplement le niveau de belligérance, le niveau de pure appropriation de terres et de ressources est hors norme, tout en ne parvenant pas à une conclusion dans la guerre par procuration en Ukraine, ni même à la relancer. Je veux dire, est-ce que les gens en Russie croient encore qu'avec ce gouvernement à Washington, il y a la moindre chance d'aboutir à un règlement négocié? Mais il semble que M.
Poutine continue tout de même sur cette voie. Le gouvernement semble toujours suivre cette voie. Mais même dans ce cas, d'accord, écoute, si Trump ne peut vraiment pas contrôler les Européens ou les Ukrainiens, et qu'il est même douteux qu'il essaie, alors tout accord signé avec les Américains est inutile, car la guerre continue. Et encore une fois, si Trump voulait vraiment arrêter cela, il pourrait couper tout partage de renseignements, y compris au sein des Five Eyes. Il l'a déjà fait avec les Britanniques, lorsque ces derniers, sous Starmer d'ailleurs, ne jouaient pas le jeu et se rapprochaient trop des Allemands. Un jour, ils sont simplement arrivés et tout le monde a été coupé des systèmes américains. Voilà. Vous êtes déconnectés. C'est à cette vitesse qu'ils peuvent le faire, s'ils le veulent vraiment. Une fois que Starmer s'est remis à coopérer avec Washington, ils ont été reconnectés. Je veux dire, ils pourraient littéralement les activer ou les désactiver à tout moment. Ils peuvent interrompre le partage de renseignements. Il y a même une ligne budgétaire d'environ $1 milliard dans le budget du Pentagone pour l'Ukraine. Sans parler du fait que la plupart de ces dépenses ne passent pas par des lignes budgétaires classiques, mais par des dépenses secondaires et supplémentaires. Si l'on ajoute ces dépenses supplémentaires au crédit réel du département de la guerre, c'est énorme. Et quand on prend en compte les anciens combattants, qui dans la plupart des pays relèveraient du même budget, mais qui, aux États-Unis, constituent une entité distincte, c'est colossal. Il y a quelques années, une ONG, je crois sous Obama, peut-être pendant le premier mandat de Trump, a passé en revue le budget américain ligne par ligne, les 10 000 pages, et a calculé quelle part était consacrée à l'armée. Les États-Unis en sont ressortis avec environ 26% du budget gouvernemental alloué aux militaires. Ce qui nous amène justement au sujet suivant. Je veux dire, Trump vient d'annoncer un budget militaire de 1,5 billion de dollars américains. Il l'a augmenté de 1,5. Je reste sans voix. Ça n'a aucun sens. Ils ne sont menacés par rien du tout. Vous êtes plus éloignés que jamais de toute menace réelle, non auto-infligée. Et c'est pourtant la direction qu'ils prennent. Écoute, l'Empire est en déclin. C'est évident pour tout le monde. La dédollarisation ne fait qu'accélérer. Le dollar ne vaut plus rien. Je veux dire, regarde, le dollar, la première priorité du système bancaire privé appelé Réserve fédérale, et la plupart des Américains n'ont aucune idée qu'ils dépendent d'un système bancaire privé et non d'un système gouvernemental, est de maintenir le pouvoir du dollar. Eh bien, le pouvoir d'achat du dollar, comparé à celui d'il y a 100 ans, est d'environ 1% ou 2%. Je pense qu'ils ont échoué. Qu'en penses-tu? Je pense qu'ils ont complètement échoué dans cette petite mission. La plupart des entreprises, et c'est une entreprise qui travaille pour le gouvernement, si on y réfléchit, auraient déjà été licenciées et leurs primes récupérées. Mais non, ils continuent. Ce sont les grandes banques financières. Officiellement, le secteur financier aux États-Unis représente 21%, peut-être 22%. En réalité, c'est probablement plus proche de 30% ou 35%. Et c'est un secteur qui ne produit rien. La grande finance est l'antithèse de l'industrie. C'est leur rôle. Ils pillent l'industrie et la détruisent pour obtenir leurs primes, pour avoir de l'argent liquide. Comparez cela à une petite banque dans un village qui investit dans ce village parce que les propriétaires y vivent. Ils investissent dans les entreprises locales. La grande finance se moque complètement de vous ou de votre petite ville. Ils vous dépouilleront juste pour en tirer de l'argent. C'est ce que fait la grande finance. Alors, ce que nous voyons en ce moment, cette course aux ressources, cette tentative désespérée de mettre la main sur davantage de choses pouvant être financiarisées, restructurées, revendues sous forme de dette, est-ce selon vous les derniers instants de cet empire
avant que la perturbation interne ne survienne. Et maintenant, nous voyons des agents de l'ICE courir partout et tirer sur des Américains. Ce matin, apparemment, une femme a été abattue au visage et est morte dans sa voiture parce que des agents d'ICE lui ont tiré dessus. Je veux dire, ça devient... Je n'ai jamais vu un tel niveau d'escalade interne auparavant. Eh bien, il faut se rappeler que sous l'administration Biden, ils ont recruté quelque chose comme 800 ou 900 agents du fisc, peut-être même plus. Ces agents du fisc étaient armés et, soi-disant, allaient courir partout pour tirer sur les gens qui ne payent pas leurs impôts. Oui, pas la police qui exécute normalement les mandats de perquisition ou d'arrestation, mais des agents du fisc armés. Donc, je suppose que le fisc a maintenant ses propres équipes du SWAT qui vont venir faire une descente chez vous et vous prendre votre dernière paire de sous-vêtements parce que vous n'avez pas payé vos impôts. Et peut-être vous abattre sur le champ. Vous savez, la plupart des Américains, parce que la plupart des Américains ne lisent jamais l'histoire, et de nos jours, je ne pense pas que la plupart des Européens la lisent non plus, eh bien, eux s'asgracient de générations de capacité monstatan. Ce qu'un empire fait à ses marges finit tôt ou tard par revenir au centre. Et ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont les méthodes autoritaires que l'empire du mensonge, a utilisées partout dans le monde, y compris dans des endroits comme l'Irak et l'Afghanistan, en assassinant des habitants. Et tout cela revient maintenant chez nous. Parce que d'ailleurs, les personnes qui ont été désensibilisées, la classe chargée de faire respecter l'ordre dans ces zones, finissent par être embauchées comme policiers ou agents spéciaux ici, dans le pays. Beaucoup de ces agents du FBI ont un passé militaire, ayant servi dans des zones occupées. Et c'est aussi le cas de nombreux policiers locaux. Et les forces de police locales ont été fortement militarisées. Elles suivent des camps d'entraînement de type militaire. Nous reviendrons là-dessus. Je veux simplement poser une question, car parfois nous avons aussi tendance à tout dramatiser, n'est-ce pas? Tout ce qui fait l'actualité à un moment donné semble être l'événement le plus important du monde, et tout le reste passe à l'arrière-plan. Nous avons donc tendance à dire « D'accord, c'est extraordinaire ». Mais cette fois, j'ai vraiment l'impression que nous atteignons un nouveau niveau d'escalade générale. La façon dont les choses se déroulent, la manière dont ces systèmes semblent s'épuiser d'eux-mêmes, parce qu'il ne semble plus y avoir de réflexion stratégique à long terme derrière tout cela. Tout semble orienté vers des politiques à très court terme et très extrêmes, destinés à atténuer le dernier type de problème qu'ils ont rencontré. Je veux dire, les États-Unis et l'Europe, comme maintenant, en utilisant la politique de sanctions de l'Europe, les sanctions contre la Russie, appliquent ces méthodes contre la dissidence interne, ce qui, encore une fois, suit le même schéma, n'est-ce pas? L'Empire tourne ses armes contre ses propres citoyens. Es-tu d'accord pour dire que c'est relativement nouveau? Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'on puisse facilement comparer aux années 1980, 90 ou 2000. C'est nouveau dans le sens où c'est simplement nouveau pour cette itération de l'Empire. Oui. Malheureusement, ce n'est pas nouveau dans l'histoire. C'est une répétition constante. Et dire « Oh, c'est une démocratie, une république, cela ne peut pas être un empire », c'est un mensonge. Ah, réalistement parlant, il n'y a pas de république constitutionnelle aux États-Unis. C'est un régime d'un seul homme. Certes, cet homme n'est pas couronné empereur, mais il semble se considérer comme tel. Et certes, un nouveau peut être élu par le pouvoir, l'oligarchie, qui se trouve derrière lui. Mais il y a, vous savez, je suis monarchiste, et il y a des raisons pour lesquelles je le suis. Vous seriez surpris. Vous seriez surpris d'apprendre que parmi les classes intellectuelles en Russie,
je dirais probablement que la majorité sont monarchistes. Et il y a de très bonnes raisons en faveur de la monarchie. On n'obtient pas un type comme Trump, parce que la monarchie est autorégulée par la tradition, par l'Église, par les différentes classes sociales. C'est un système autorégulé. C'est un système hérité où chaque génération y ajoute sa contribution, ce qui permet de faire de la planification économique à long terme, chose impossible en Occident. Regardez, quand on parle de planification économique à long terme, pour tout grand projet, on envisage des retours sur investissement de 10, 15, 20, voire 30 ans. Quand on a une présidence réélue tous les 4 ans, peut-être 2 fois, il n'y a aucun intérêt à faire de la planification ou de l'investissement à long terme, parce qu'ils n'en tireront aucun mérite. Pourquoi diable voudrais-je donner le crédit au prochain? Et le prochain ne sera peut-être même pas de mon parti. Oui, mais c'est là le principal problème, quand on essaie de combiner la démocratie avec un capitalisme pur et froid. C'est à ce moment-là qu'on obtient un mélange qui écarte toute forme de réflexion à long terme. Si on le combine avec une certaine forme de socialisme de marché, plus l'idée de la nation ou du peuple, alors on obtient des gens qui essayent au moins de mener certains projets et de les gérer. Mais ce n'est pas ce que nous avons. Nous avons une forme de capitalisme massif et agressif qui va tout ronger, sans se soucier des conséquences à moyen ou long terme. Il semble que nous soyons en plein dedans, car le grand capital aux États-Unis, y compris Elon Musk et d'autres, l'encourage, ils le financent. Eh bien, écoutez, on nous a expliqué comment ça fonctionne, la République. Tout cela a été défini il y a 2000 ans, la manière dont tout cela marche. Les 3 pires formes de gouvernement sont le populisme, l'oligarchie et la tyrannie. Elles n'existent pas dans une monarchie constitutionnelle. Elles n'existent pas dans les monarchies, tout court. Les tyrannies naissent toujours du peuple. C'est la réalité, avant tout. Et le fonctionnement, en général, c'est que le pouvoir appartient au peuple, ce qui se transforme très vite en pouvoir détenu par les oligarques. Puis, tôt ou tard, un populiste se lève et dit « Je vais vous libérer des oligarques. Donnez-moi le pouvoir. Je vais vous libérer. » Et il devient un tyran qui n'est là que pour s'enrichir aux dépens du peuple. Ce qui d'ailleurs explique pourquoi il commence à importer beaucoup d'étrangers qui n'ont rien à voir avec vous. Car s'ils font venir des gens de pays très pauvres, ces étrangers seront loyaux envers le gouvernement qui les fait venir. Pas envers les citoyens, pas envers le pays, mais envers le gouvernement. Même si les normes baissent dans votre gouvernement et votre économie, pour ces étrangers qui arrivent, c'est toujours mieux que l'endroit d'où ils viennent. Ils resteront fidèles au gouvernement, tandis que les citoyens se disent « Attendez une minute, vous n'aviez pas promis autre chose. » À ce moment-là, on se prend la crosse d'un fusil dans les dents et on se dit « Ah d'accord, j'ai compris. » Et c'est bien là le problème avec tous ces types de gouvernements. Je veux dire, je suis monarchiste constitutionnel. Et l'autre chose à propos de la monarchie, il y avait une vidéo intéressante, je crois qu'elle est encore dans ma liste de lecture, où des économistes ont analysé, d'un point de vue historique, la différence entre les monarchies et les républiques. Les monarchies, plus le gouvernement devient représentatif, plus il y a de votants, ou plus la partie parlementaire ou législative s'élargit, plus les impôts augmentent, plus les atteintes aux droits humains se multiplient, et plus le gouvernement devient totalitaire. Les monarchies traditionnelles avaient des taux d'imposition, cela va sembler incroyable aux gens d'aujourd'hui, de 10% ou moins en impôts globaux. Le gouvernement se moquait complètement de ce que vous faisiez au quotidien. Il était fondé sur la tradition et sur la religion. Il n'allait pas vous dire que vous ne pouviez pas adorer Dieu. Il n'allait pas vous dire « Oh, ne fais pas ceci »
ou ne fais pas cela, car c'est sur cette base que le gouvernement tirait sa légitimité. Aujourd'hui, plus il y a de personnes impliquées dans ce gouvernement, plus elles ont leurs équipes, leurs projets favoris, leur bureaucratie qui s'étend, et tout cela coûte de l'argent. En plus, il faut bien montrer une certaine forme de mouvement. Oh, que fait un organe législatif pour montrer qu'il agit? Eh bien, la façon la plus simple de montrer qu'on agit, surtout si l'on n'est pas très capable mentalement ou intellectuellement, c'est d'interdire quelque chose. Alors maintenant, le gouvernement s'immisce de plus en plus dans ta vie quotidienne, en disant « D'accord, tu ne peux pas faire ça, on n'aime pas ça ». Et s'ils adoptent une sorte de tendance progressiste ou woke, ils essayent vraiment de te rééduquer par l'ingénierie sociale. Cela engendre alors beaucoup de colère, et aussi des choses comme des taux d'imposition de 62% en Finlande sur les revenus des gens. Tu sais, autrefois, tu étais peut-être un sujet de la couronne. Maintenant, tu es un esclave du législateur ou du gouvernement. Et en gros, la plupart des pays occidentaux sont des esclaves fiscaux. Essaie de ne pas payer tes impôts, tu te feras probablement abattre par l'administration fiscale. J'ai tout de même quelques contre-arguments à formuler, étant moi-même fondamentalement social-démocrate. Mais ne nous engageons pas sur ce terrain. Ne débattons pas des meilleures formes de gouvernement. Le vrai problème que nous rencontrons en ce moment, en 2026, c'est que le monde semble se désagréger. Et il se désagrège à un point tel que même des personnes dont l'analyse a toujours été assez cohérente et qui pensaient qu'à un moment donné, une certaine stabilisation, sous la forme d'un monde multipolaire, finirait par s'imposer, comme Chas Freeman et d'autres, en arrivent à un tel niveau de frustration qu'elles disent « Non, cette stabilité ne fonctionne pas si l'un des pôles cherche activement à provoquer une guerre totale. » Alors, qu'est-ce que tu vois? Comment la Russie et la Chine abordent-elles cela? Je veux dire, la prochaine victime est déjà désignée. Ce sera l'Iran. Est-ce que la Russie et la Chine peuvent faire quelque chose pour s'assurer que l'Iran ne se fasse pas? Tu sais, je veux dire, ils pourraient se faire bombarder. Israël, à ce stade, pourrait frapper Téhéran et simplement dire « Non, non, on vous avait dit qu'ils étaient mauvais » et l'Europe suivrait. Puis les États-Unis suivraient et Grobrick aussi. Tamanabrak est kind of akisto, des limites à la violence. Eh bien, si tu regardes, la raison pour laquelle je disais ce que je disais, si tu regardes les personnes au pouvoir en Occident, elles font partie de la classe des tyrans. Nous avons atteint le point du cycle où des tyrans sont au pouvoir, souvent même des tyrans non élus. La Commission européenne en est un excellent exemple. L'Occident, en particulier l'Amérique, a complètement perdu la tête dans ce cas. Je veux dire tout d'abord, Trump reste Trump. Il est assez grossier, pour être honnête, et dire tout haut ce que les autres taisent. Il ne se cache pas derrière les droits de l'homme et tout ça. Il essaie en quelque sorte de... Il se cache derrière des blagues. Eh bien, voici un petit titre paru l'autre jour dans le New York Times. Le ministère de la Justice abandonne l'affirmation selon laquelle le cartel de Los Sols du Venezuela est un véritable groupe. Ah, le cartel de Los Sols, celui que Maduro est censé diriger. On l'a tout simplement inventé. C'est quoi ce délire? Vous savez, vous autres, semi-humains illettrés, la classe ouvrière, fermez-la. On fait ce qu'on veut. On invente des trucs. Et voilà le New York Times, le porte-voix de la CIA, qui l'admet carrément. Ouais, d'accord. Donc ça n'existe pas. Oui, mais ça veut dire qu'il n'y a plus aucun contrôle sur les gens, non? Il n'y a même plus, tu sais, cette idée que je dois avoir bonne image auprès de mon propre camp. Même ça, c'est plus une contrainte. Je veux dire, c'est vraiment inquiétant.
Eh bien, le problème vient d'une grande partie, je ne dirais pas de tout le mouvement MAGA, car Trump a perdu pas mal de soutien, de personnes qui se sont rendues compte, c'est pour ça que j'ai voté. Mais la majorité du MAGA, et d'ailleurs les démocrates aussi, ont le même phénomène. Il existe une très large couche sous-jacente d'Américains qui sont Team America. Tu as déjà vu le film Team America, le film avec des marionnettes? Il est sorti, je crois, vers 2012 ou 2015, quelque part par là. Si tu ne l'as pas vu, regarde-le. C'est une parodie de l'approche américaine en matière de politique étrangère. Mais c'est aussi sa réalité. Ce n'est même pas vraiment une parodie. Ils s'en moquent simplement en montrant plus ou moins ce que c'est réellement. C'est un asile de fous. Fait tout exploser et ils applaudiront tout ce qui explose. Parce qu'ils se sentent, surtout ces mâles bêta, qui n'ont jamais été courageux de leur vie, qui n'ont jamais eu à sacrifier quoi que ce soit, désormais investis d'un pouvoir grâce au gouvernement. C'est comme une histoire d'équipe de football. Je ne me mêle jamais de regarder le sport. Ça m'ennuie profondément. Mais ceux qui le font, ils vivent et meurent pour leur équipe. C'est le même état d'esprit. Ouais. C'est la même mentalité de pensée de groupe. Mais cela nous laisse dans une situation où en réalité il n'y a plus de limite à ce qui est concevable dans l'application de la violence internationale. Comment la Russie va-t-elle affronter cela? Il y a des limites. D'accord, la Russie a envoyé un sous-marin. Le sous-marin du Fortune 500 n'a rien fait. Je te garantis que si ce sous-marin avait lancé une menace radio, du genre « Si cette équipe américaine monte à bord de ce pétrolier, nous coulons votre destroyer », et qu'ils avaient effectivement coulé ce destroyer, tout se serait arrêté net. Ce serait la panique à Washington. Tu en es sûr? Panique instantanée à Washington. Absolument. Es-tu sûr qu'ils n'enverront pas un missile directement sur Moscou? S'ils envoient un missile directement sur Moscou, ils mourront tous. Oui, mais ils semblent penser que non. Ils semblent penser que tout va bien. Comment ça s'appelle? La domination de l'escalade. Apparemment, c'est comme ça qu'on dit aux États-Unis. Il y a une limite. S'ils envoyaient une arme nucléaire, ils savent qu'ils recevraient une riposte nucléaire. En fait, ils auraient une riposte nucléaire automatique, car on peut rayer Moscou de la carte, et en environ 30 minutes, tout le monde commencerait à mourir, puisque Moscou dispose de la main morte, ce système automatisé. La main morte est un missile balistique qui traverse toute la Russie, envoyant des codes de commande pour tout lancer contre l'Amérique et l'Europe. Tout le monde meurt. C'est tout. Et on ne peut pas l'arrêter. Il y a des milliers de missiles russes sur des plateformes, sur les routes, sur les navires, sur les rails. On ne peut pas les trouver. Ils sont partout. Sans parler des sous-marins. Écoutez, un seul sous-marin russe pourrait ramener l'économie américaine à l'époque médiévale. 2 sous-marins russes pourraient rendre la majeure partie des États-Unis inhabitables pendant au moins quelques centaines d'années, pour être réaliste. C'est la puissance des croiseurs nucléaires équipés d'ogives balistiques nucléaires. Sans parler du fait que même les plus petits sous-marins russes transportent des missiles hypersoniques, Zircon, qui peuvent encore être dotés d'une ogive nucléaire tactique. Sauf que l'ogive nucléaire tactique russe fait 75 kilotonnes, de Hiroshima. Autrement dit, c'est une grosse ogive nucléaire tactique. Et c'est bien là le point. C'est à peu près la seule chose qui maintient Washington en vie en ce moment, d'une manière ou d'une autre, dans un semblant de raison. Voilà. Parce que tu crois qu'il y a assez de raisons pour dire quelque chose comme « nous ne devons pas déclencher cela ». Oui, pour la simple raison que, eh bien, c'est porteur d'espoir. Qu'est-ce qu'Elon Musk va faire de son argent quand il n'y aura plus d'Amérique ni d'Europe?
À quoi cela servira-t-il? Je veux dire, prenez Macron par exemple. Il y a eu un rapport, financé bien sûr par le gouvernement, selon lequel il faisait construire un bunker de luxe d'environ 1500 mètres carrés. Donc il aura des domestiques là-dessous. Eh bien, voici ce qui est intéressant. Pourquoi te servirait-il? Bien sûr, tu peux forcer des gens à te servir en les menaçant. Si vous ne le faites pas, on ne vous laissera pas entrer dans le bunker. Mais une fois que la guerre nucléaire aura éclaté et qu'ils seront dans le bunker, tu deviens un parasite. Ils prennent le contrôle, te tuent et dirigent le bunker. Voilà le point. Tu n'es plus utile en tant que milliardaire qui n'en est plus un, parce que toute ta richesse vient de s'évaporer dans un holocauste nucléaire. À ce stade, on n'a plus besoin de toi pour quoi que ce soit. Et beaucoup de ces gens, peut-être qu'ils le comprennent. S'il y a une guerre nucléaire, c'est fini. Leur argent, leur richesse, tout disparaît. Et c'est probablement la seule chose qu'ils apprécient. Parce que, si tu es une personne religieuse, il est évident qu'ils ne valorisent pas leurs âmes, vu ce qu'ils font. Mais si on regarde les choses sous cet angle, le fait est que, si la Russie ne rend pas les coups aux tyrans, tôt ou tard, on atteindra un point où la Russie devra sérieusement monter d'un cran, probablement jusqu'aux armes nucléaires. C'est l'impression que ça donne. Il vaut mieux neutraliser le tyran quand il commence à s'énerver que lorsqu'il est en pleine rage. C'est bien plus facile de le calmer à ce moment-là. Quant à l'Iran, c'est la prochaine crise essentielle pour la Russie, juste un peu en dessous de l'Ukraine. Si l'Iran tombe, le Caucase tombe, l'Asie centrale tombe, et les États-Unis le disent ouvertement, ils vont s'enfoncer jusqu'au ventre de la Russie et essayer d'en sortir les entrailles à travers le Kazakhstan, à travers la Géorgie. Ce sera révolution après révolution. Donc, il est absolument hors de question que la Russie laisse tomber l'Iran. Bien sûr, Israël pourrait frapper l'Iran avec une arme nucléaire, mais alors il n'y aurait plus d'Israël, car l'Iran possède suffisamment de missiles balistiques lourds pour anéantir tout ce mince territoire. Et d'ailleurs, il détruirait aussi la centrale nucléaire située au cœur d'Israël, ce qui contaminerait la majeure partie du pays, jusqu'à le rendre inhabitable. Israël mourrait. L'Iran n'a peut-être pas d'armes nucléaires, mais il dispose de suffisamment d'armes conventionnelles pour garantir une destruction mutuelle. Tu penses qu'ils vont le faire? Parce que tu vois, Bibi Netanyahou était aux États-Unis juste avant le Nouvel An, pendant le Nouvel An. Et il semble bien que c'est exactement ce dont ils ont parlé. Comment s'y prendre? Et ils vont certainement lancer une autre attaque surprise. Non, ils vont essayer de tout rassembler, faire semblant de vouloir négocier. Au moment où ils diront « D'accord, nous y sommes », ce sera l'instant où ils frapperont. Ils essaieront de tout détruire, y compris d'activer tous les agents internes qu'ils ont encore en Iran, afin, tu vois, de faire un méga Syrie et de le combiner avec un méga Iran. Le Venezuela, où ils ont réussi à désactiver tout le système de défense militaire vénézuélien, absolument tout, grâce à la corruption et à d'autres moyens. Mais le fait est qu'aucun des soldats qui ont renversé Maduro n'est mort. Aucune perte. Ce fut un immense succès. Si cela pouvait être reproduit en Iran, alors, eh bien, du moins du point de vue mégalomane de l'administration Trump, je pense qu'ils croiraient pouvoir y parvenir. Tu as raison. Tu sais, la suite est rarement aussi bonne que l'original. Pour le dire crûment, ils ont tout donné quand ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont tué beaucoup de gens. Oui. Beaucoup de ces libéraux ont raison. Écoute, tout d'abord, du point de vue russe, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions du genre « Oh, la Russie n'a pas soutenu l'Iran ». Eh bien, la Russie a tenté de signer avec l'Iran un traité lui accordant le même statut que la Corée du Nord. Défense mutuelle, défense militaire. Les libéraux étaient alors au pouvoir en Iran. Les libéraux pro-occidentaux. Ils ont édulcoré la formulation, la transformant plutôt en quelque chose comme
Nous lutterons, je crois que c'est le chapitre, section 5, le premier paragraphe, si je me souviens bien. Cela fait un moment que je n'ai pas relu ce document. Nous lutterons contre les menaces régionales communes, quoi que cela veuille dire. Cela ne veut rien dire. Et bien que la Russie ait signé le document et qu'il ait été approuvé par la Douma, les Iraniens voulaient être aimés par l'Occident. Et ils ont vraiment été aimés par l'Occident. Ils ont signé ce document le lendemain de leur attaque. Il n'y avait donc aucune aide mutuelle entre la Russie et l'Iran. Maintenant, il y en a une. Les systèmes S-300 et S-400 sont en place. Je ne sais pas ce que les Chinois ont apporté, mais ils amènent du matériel. La Russie, et cela a été publié, ce n'est pas un grand scoop, forme en Russie des pilotes iraniens pour les Su-35. La Russie déplace des intercepteurs Su-35 vers l'Iran. Ce sont des appareils de génération 4++, quelque chose que l'Europe est incapable de construire, tout simplement. L'Europe est incapable de produire à ce niveau, encore moins une génération 5. L'Europe est très en retard sur tout cela. Mais la Russie, les États-Unis et la Chine travaillent tous sur des chasseurs de 6e génération. L'Europe, elle, n'est pas capable de construire un chasseur de 5e génération, ni même quelque chose qui s'en approche. Elle n'arrive même pas à produire un modèle fonctionnel. Donc cela suffit déjà largement à rivaliser avec les F-35, qui sont pour la plupart des appareils médiocres. L'essentiel, c'est que les défenses de l'Iran sont en train d'être reconstruites et que le pays a augmenté sa production. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais j'ai lu il y a environ un mois un rapport indiquant qu'ils augmentaient leur production de missiles, de toute portée, à environ 3000 par mois, aussi bien des missiles balistiques que de croisière. C'est largement suffisant pour submerger tout ce que les États-Unis, la Grande-Bretagne ou Israël possèdent en matière de missiles antiaériens pour tenter de les abattre. Oui, tant qu'ils sont suffisamment bien répartis et qu'on ne peut pas les désactiver assez vite, n'est-ce pas? Parce que c'est le... Ah, ils le sont, oui. Et nous avons vu cela pendant la guerre de 12 jours. Israël criait et se plaignait pour que les États-Unis fassent quelque chose, car ils étaient écrasés. Et l'Iran n'avait même pas tiré la moitié de ce qu'il possédait. L'Iran, en réalité, était assez prudent dans ce qu'il renvoyait vers Israël. Israël tirait depuis des appareils à distance, et les missiles de ces avions, ces plateformes aériennes, sont relativement petits. Ils ne causent pas tant de dégâts. Ce ne sont pas les bombes de 900 kg qu'Israël largue sur des bâtiments au Liban ou à Gaza, car il restait encore suffisamment de défense aérienne opérationnelle en Iran à ce moment-là pour qu'ils aient peur de vraiment s'approcher. Ils auraient perdu des avions. Ce système de défense aérienne a été reconstruit, renforcé et modernisé. Et maintenant, la Russie et l'Iran entretiennent une relation très étroite, car la plupart de ces libéraux ont perdu le pouvoir. L'Iran a arrêté les personnes responsables. Beaucoup d'entre elles ont été exécutées. Le pays a également expulsé les réfugiés afghans et pakistanais, qui étaient la principale source d'activité de 5e colonne américaine, britannique et israélienne. Aujourd'hui, l'Iran connaît effectivement des problèmes. Je veux dire, l'Iran n'est pas une société monolithique. Aucune grande société ne l'est. Et nous avons vu que des actes terroristes sont actuellement commis à l'intérieur du pays. Il y a une vidéo qui vient de sortir d'une des villes du Bakiristan, je crois que c'est le nom de la province, où le chef de la police a été assassiné par des hommes armés djihadistes islamistes, généralement sunnites, mais qui, dans ce cas, opéraient en Iran chiite. Donc il y a des problèmes, et Israël soutient ces groupes terroristes depuis des décennies. Les États-Unis aussi d'ailleurs. Oui, il y a des problèmes, mais ils ne vont pas renverser le gouvernement. En fait, même les libéraux ont soutenu le gouvernement, car lorsqu'on est bombardé sans distinction,
on se rend soudain compte de qui sont ses véritables ennemis. Oui, mais quand même, il y a en ce moment des manifestations très importantes, non? Des manifestations de rue. Oui, il y en a. Il y en a. Même si elles sont soutenues par des ONG occidentales et tout le reste, elles représentent tout de même une partie de la population suffisamment en colère pour descendre dans la rue, non? Et cela, alors même qu'ils sont menacés par Israël et les États-Unis. Enfin, je suis désolé d'être pessimiste. C'est juste que la nouvelle année a vraiment mal commencé. Mais Stas, oui, c'est vrai. Après tout, c'était Noël en Russie, Noël orthodoxe, hier, non? Le 7. Hier, c'était le jour de Noël. Joyeux Noël, au fait. Désolé de ne pas l'avoir dit plus tôt. Oui, joyeux Noël à toi aussi. J'aurais dû commencer par ça, mais joyeux Noël après tout. Stas, pour les gens qui veulent te trouver, ils doivent aller sur ta chaîne YouTube, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Slavic Man, Slavic avec un K, et 2 chaînes Telegram, Stas Segodnia, qui est la chaîne russe, et Stas Was There, la chaîne en anglais. Et aussi sur X, Stanislav Krapivnik. D'accord. Et je vais essayer d'y mettre Tienthum Pranatiliala dans la boîte de description ci-dessous. Stas, malgré les sujets déprimants, merci beaucoup pour cette mise à jour. Pascal, tout ira bien. J'étais récemment à Mariupol, et si tu veux voir l'avenir, j'ai publié une vidéo que tu peux trouver sur ma chaîne YouTube. 98% des immeubles résidentiels ont été reconstruits. De nombreux projets sur terrain vierge ont vu le jour. Un immense hôpital pour enfants, par exemple. Environ 70% des autres bâtiments ont été reconstruits. Le centre-ville, c'est comme ouvrir une boîte de bonbons. Il est plus beau qu'il ne l'a probablement été depuis 60, 70, voire 80 ans. Même les maisons individuelles privées sont reconstruites à environ un tiers ou en cours de reconstruction. Celles-là sont privées, donc elles reçoivent des financements. Le problème, c'est que beaucoup de familles ont été tuées, en particulier par le côté ukrainien, qui tirait directement sur leurs maisons. Mais la ville est vivante. Elle possède d'immenses nouveaux centres sportifs. L'un des directeurs de l'entrepreneur principal chargé de la reconstruction de la ville m'a dit qu'il avait même reçu une plainte. Ils ont maintenant de nouveaux problèmes. Cela s'appelle les embouteillages, parce que les gens reviennent en masse. Donc, il y a de l'espoir. Et à Avdiivka, sous des attaques quotidiennes de drones, j'y étais. Des drones volaient au-dessus de nous. L'un a été abattu dans la rue voisine. Puis des drones de type avion sont arrivés. Il y a eu une fusillade qui a duré environ 15 minutes pendant qu'ils étaient abattus. Et malgré toute cette destruction, j'ai compté 6 bâtiments reconstruits. Ils ont été endommagés, mais pas gravement. Alors, ils ont muré les trous, reconstruit les intérieurs, et les gens sont revenus y vivre. Les 3 ou 4 autres bâtiments sont en cours de reconstruction. C'est pour cela qu'il y a des vols quotidiens. Et il y a un nouveau bâtiment qu'ils viennent de commencer depuis les fondations, un tout nouveau bâtiment de 100 mètres de long et de 6 étages. Ils terminent les fenêtres et les balcons du côté gauche. Le reste est prêt. Ils travaillent sur l'intérieur. C'est pour cela que les attaques de drones quotidiennes continuent. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Tout va être reconstruit. Il doit y avoir la paix après la guerre. J'espère que nous pourrons y parvenir directement, sans la guerre entre les deux. Beaucoup de paix et joyeux Noël. Joyeux Noël.